Alors on a eu envie d'inviter Luc à venir parler au cours de ces journées parce que ce sont des journées assez transversales au cours desquelles naissent ou en tout cas surgissent de nouvelles idées, des bonnes idées et que Luc est intéressant et inspirant pour 3 raisons dans ce domaine, par son parcours, par son métier et par son discours. Par son parcours, parce qu'il est à l'origine polytechnicien, c'est arrivé, ce sont des choses qui arrivent, c'est arrivé sans doute à certains d'entre vous dans cette salle, qu'il a ensuite rencontré l'entreprise, les grandes entreprises, notamment sur la thématique de l'innovation et de la créativité. Il y a fait une carrière au cours de laquelle il s'est ressourcé dans la philosophie, qui est à la fois un centre d'intérêt très fort et une passion. Et alors dans cette triangulaire, du coup, il a trouvé un métier qui est assez extraordinaire, dont il va sans doute nous parler. Luc, tu corrigeras si je fais des erreurs. Il est aujourd'hui consultant au BCG, au Boston Consulting Group, et il accompagne dans des démarches de créativité des plus grands groupes sur la surface du globe. Voilà, et donc inspirant aussi par son discours. Et alors là, c'est là que moi je m'arrête et que Luc, je te laisse poursuivre. Voilà. Comme tu le souhaites, ici, voilà. Oui, je vais rester ici. Bonjour, merci pour votre invitation. Effectivement, il y a longtemps, j'ai diplômé de mathématiques à l'Université de Louvain dont on vient de parler. Mais mon parcours a eu quelques aventures. J'ai connu les débuts de l'informatique dans une banque, puis vers 40 ans, j'ai été pris par ce qu'on appelle la crise de la mi-vie. J'ai complètement changé de vie et j'ai voulu transformer ma passion pour la créativité en métier. Voilà, ça m'est arrivé à 40 ans et je crois que c'est une bonne chose. Et effectivement, je travaille essentiellement dans les grandes entreprises, dans un monde très éloigné de vous. Mais en témoignant, je me dis peut-être qu'on va vous inspirer également. Voilà, c'est le but que je poursuis. Alors, moi, je suis dans la créativité, je crois, depuis 45 ans. Et bien, il m'arrive encore des trucs incroyables. Notamment, je reste stupéfait de la puissance de ce que c'est la créativité. J'étais à New York il y a 3 mois, dans un café que j'aime bien. Je vais souvent dans celui-là, il y a des tables en bois, des journaux, etc. Et sur le comptoir, il y a un pot pour mettre les pourboires. Bon, je connais ce café depuis longtemps. La dernière fois, j'ai été et je lis mon journal, puis je vois quelque chose d'étrange. En fait, sur le bar, il y avait 2 pots pour le pourboire. 2. Je dis, tiens, c'est bizarre. Et puis, je vois qu'il y avait un peu d'agitation autour. Et donc, je me lève, je vais voir. Et donc, il y a effectivement 2 pots et une feuille de papier. Si vous préférez les Beatles, vous mettez là. Vous préférez les Rolling Stones, vous mettez là. Bon. Alors, moi, je mets évidemment les Beatles. Enfin, évidemment, ceux qui me connaissent. Mais je me rassieds. Puis, je me dis, c'est quoi son truc? Je me relève. J'appelle le gars. Je dis, c'est quoi ton système? Il me dit, voilà, depuis que je fais ça, les pourboires ont augmenté de 20%. Je dis, mais ça évidemment... Et puis, je continue à discuter avec lui. Il dit, voilà, je change tous les jours la question. Tous les jours la question. La veille, c'était, vous préférez la Toscane et l'Andalousie. Puis le lendemain, c'est ce que vous préférez, je ne sais pas moi, Coca-Cola, Pepsi-Cola. Enfin, des trucs comme ça. Les gens finissent par venir pour voir quelle est la question. Et je me dis, mais 20%. Et en fait, j'étais assez surpris pour plein de raisons. Parce que d'abord, j'avais jamais pensé à ça. Jamais pensé à un truc pareil. De plus, je crois que si quelqu'un m'avait dit « Tiens, Luc, j'ai un contrat pour toi, on va faire un brainstorming pour trouver une idée pour augmenter de 20% les pourboires », j'aurais refusé. J'ai dit non, il ne faut pas exagérer, quoi. Donc, j'aime bien l'histoire parce qu'elle n'a rien à voir avec la technologie. J'ai assisté à la partie sur les réseaux sociaux et maintenant sur les systèmes de vote. C'est sûr qu'il y a énormément de créativité liée à l'électronique au sens très très large. Mais là, rien à voir. 2 pots, vous imaginez l'investissement, un pot de verre, rendement maximum. Et donc... Et puis, je commence à discuter avec le gars. Je dis, mais comment tu as pensé à ça? Et il m'a dit, voilà, j'étais à un séminaire de vente. Effectivement, là, on forme aux États-Unis, ils sont toujours formés, à la vente. Et on m'a dit que quand on vend quelque chose, il ne faut jamais demander, monsieur ou madame, est-ce que vous voulez un pull? Il faut demander, est-ce que vous voulez un pull en coton ou un pull en laine? Jamais de questions fermées. Ben, dis, voilà, j'ai fait la même chose. J'ai fait la même chose, je dis 2 pots, Beatles, Rolling Stones, plus 20%. Et donc, c'est arrivé à quelques mois. Bon, même, j'ai dû animer 2000 sessions, jamais pensé à un truc pareil. Et c'est ça qui est assez fascinant. C'est ce métier, le métier de la créativité pure. C'est-à-dire, moi je suis au BCG, comme Céline vient de le dire, il y a un énorme département qui s'appelle Knowledge Management. Moi j'ai été nommé responsable de Ignorance Management. Donc, c'est-à-dire,
comment on gère ce qu'on ne sait pas. Parce que finalement, c'est ça la créativité, ce qu'on ne sait pas. Alors, je n'ai pas d'équipe, forcément, hein, puisque je ne sais pas ce que je leur demanderais. Donc, je ne sais pas utiliser PowerPoint, donc désolé. Mais c'est fascinant. Et pour faire ce métier mieux, donc même si j'ai fait les mathématiques il y a très longtemps, j'ai effectivement fait la philosophie il y a une vingtaine d'années. Et d'ailleurs, quand j'ai été diplômé de philosophie, j'ai un ami qui m'a envoyé une petite histoire. C'est quelle est la différence entre un mathématicien et un philosophe? Je ne sais pas. Il dit, en fait, il n'y a pas beaucoup de différence finalement. Aucun des deux, ils ont besoin de peu de matériel. Le mathématicien, il a besoin de quoi? Je sais pas, d'un papier, un crayon, une poubelle. Eh bien, le philosophe, il n'a même pas besoin de poubelle. Donc, d'ailleurs, vous avez... Rien. Rien. C'est vrai que c'est un métier fabuleux, ça j'aime autant vous dire, mais qui a du sens, parce qu'en entreprise, dans le monde où je vis, en fait, il y a deux grandes zones. Il y a une zone avec des chiffres, la comptabilité, il y a les process, enfin tout le contrôle de gestion et tous les stocks. Et là, en gros, on sait faire. Mais il y a une partie où il n'y a pas de chiffres. Et la motivation, l'esprit d'équipe, l'image de marque, la créativité. Et là, très souvent en entreprise, c'est un peu le blabla, c'est un peu le café du commerce. Et ce que j'ai appris en philosophie, c'est comment avoir la partie non chiffrée aussi rigoureuse que la partie chiffrée. Alors, moi, il m'est arrivé plein de trucs et je reste fasciné par mon domaine. Il y a quelques années, il y a 5-6 ans, je revenais des États-Unis et j'étais avec un gars de Mastercard à côté de moi. Alors, on discutait un peu et... qu'est-ce que vous faites? Mastercard, très bien. Vous, consultant en innovation, très bien. Et puis à un moment, il dit, c'est quand même trop bête qu'on n'ait pas inventé, nous, PayPal. Il me dit ça à moi. Alors, il dit, oui, ça c'est trop bête, hein, parce que déjà à l'époque, ça valait 1 milliard, donc je sais pas. Et puis comme si ça ne suffisait pas, il rajoute, et vous savez quoi, monsieur? On avait une idée exactement comme PayPal. Alors je dis, c'est encore plus bête. Moi, je voulais que je dise ça. Bon. Et puis je me suis dit, mais au fond, c'est dingue ça. Le métier que je fais depuis 20-25 ans, il ne sert à rien. Puisque moi, le brainstorming, je considérais que c'était une démarche pour essayer d'avoir des idées. Dans le cas de Mastercard, ça n'aurait servi à rien. L'idée était là. Il y a quelque chose d'autre qui manquait. Et puis, j'ai commencé à changer un peu ma vue du métier en disant, mais au fond, c'est bizarre. Par exemple, je crois qu'on peut apprendre beaucoup sur la créativité si on regarde Apple et comment Apple a fait le iPod iTunes, par exemple. Mais je crois qu'on apprendra encore beaucoup plus si on réussit à comprendre comment Sony a fait pour ne pas faire l'iPod et l'iTunes. C'est terrible. Il l'avait. Vous êtes trop jeune, mais quand moi j'étais petit, il y avait un truc qu'on mettait à la ceinture, ça s'appelait Walkman, avec 2 trucs dans les oreilles. Ils appelaient ça le baladeur déjà à l'époque. Ils avaient l'idée, brainstorming inutile. L'idée était là. Et qu'est-ce qui a manqué alors? Pourquoi ça a foiré ce truc? Eh bien, petit à petit, changé ma manière de voir. Parce que regardez le top 50 sur Internet. Top 50, hein, Google, eBay, toute la vente. Pas un seul n'est né dans une grosse boîte. Alors j'aime autant vous dire, quand je vois les milliards de milliards investis en R&D dans toutes les grosses boîtes que je fréquente, le bilan, il est quand même un petit peu inquiétant. Mais qu'est-ce qui a manqué? Pas les idées, non. L'idée de la vente par Internet, ça existait dans toutes les chaînes de grands magasins. Pourquoi c'est Amazon qui a gagné? La vente aux enchères, c'est Christie, c'est comment à Paris, c'est Drouot, là où je sais pas quoi. Ça existe depuis 200 ans. Pourquoi eBay, on vient d'en parler, etc. Qu'est-ce qui manque? Et j'étais vraiment troublé, je vous dis, parce que pendant 15-20 ans, j'étais convaincu que la créativité, c'est avoir des idées que personne n'a jamais eues. Et là, j'avais contre-exemple sur contre-exemple. Les idées étaient là et ça a quand même foiré. Et qu'est-ce qui manque? Et c'est ça que je voudrais traiter un petit peu avec vous. Il y a quelqu'un qui m'a aidé. J'étais il y a 15 ans, c'était pour Essilor. Je faisais une conférence à Disneyland, là, et j'étais très enthousiaste. Je parlais out of the box. Et le PDG m'arrête, hein, c'était bon. Il dit, monsieur, c'est très intéressant ce que vous dites, mais vous n'avez jamais défini qu'est-ce que c'est ce box dont on doit sortir. Bon, vous imaginez? Bon. Et honnêtement, j'étais pas fier, parce que c'est vrai que j'utilise l'expression tout le temps, sans jamais. Et je me suis un jour dit, oh là là, moi, si je ne réponds pas à cette question, je ne vais pas savoir faire. Donc je me suis dit, mais c'est quoi cette box? Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai commencé la philo. J'ai vraiment commencé à me dire, mais qu'est-ce qui se passe ici? J'ai eu une espèce de grande crise de confiance. Je dis, mais je me trompe complètement. Et je crois avoir trouvé en philosophie quand même quelques éléments de réponse que je voudrais partager avec vous. Alors, le premier grand choc, c'est de réaliser que dans l'expression pensée créative que je traitais depuis très longtemps,
le mot-clé n'est pas créatif. Le mot-clé, c'est penser. Et je fus très surpris parce que je m'étais toujours dit créativité, créativité, créativité. Non, 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 c'est le mot penser. C'est le mot penser. Qu'est-ce que c'est penser? Et ça, je dois dire, j'ai complètement changé ma manière de travailler. Et donc, dans le quart d'heure qui suit, je vous propose de ne plus parler de créativité, mais de parler de la pensée elle-même. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que penser? Et donc, par exemple, si, bon, je ne sais pas, c'est un philosophe, parce qu'on lui demandait, au fond, qu'est-ce que vous pensez des Canadiens? Et il répond, excusez-moi, je ne les connais pas tous. Bon, alors, évidemment, bon, il ne faut pas faire trop de philo, mais quand même, mais c'est... Finalement, à n'importe qui vous demandez ce que vous pensez des Canadiens, les gens ont une réponse. Or, ils ne les connaissent pas tous. Alors, sur quoi fonde-t-on la réponse qu'on donne? Et tout ça a commencé à me troubler. Quand un père de famille ou une mère de famille dit à quelqu'un « je pense à mes enfants », ben c'est vrai. Quand le patron d'une grande entreprise dit à un journaliste « je pense à mes clients », c'est pas vrai. C'est impossible. Comment voulez-vous? Comment ça s'appelle? Auchan ici? Je ne sais pas combien il y a de clients. Vous croyez que monsieur Mullier dit « je pense à mes clients ». C'est pas possible, il y en a 1 million. On ne peut pas penser à 1 million. Et donc, qu'est-ce qui manque? Parce que je n'ai pas dit qu'il ne faisait rien. Hein. Donc, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Il y a quelque chose qui se passe qui est un peu comme dans l'arc-en-ciel. Bon, si vous demandez à des gens combien il y a de couleurs dans l'arc-en-ciel, ils vous diront 7. Ils vous diront 7, alors qu'il y en a évidemment beaucoup plus. Mais 7, c'est devenu, c'est quoi finalement? 7, c'est la clé. Ça permet de penser à l'arc-en-ciel, même de le dessiner. Vous imaginez dessiner 1 million de couleurs, c'est pas possible. Et donc, 7, ça marche. Ça marche, mais c'est pas l'arc-en-ciel. Donc, c'est comme Magritte, hein. Donc l'autre belge. Bon, ceci n'est pas une pipe. C'est pas une pipe, c'est l'image d'une pipe. Et ce qu'on a là, c'est jamais ce qu'il y a là. Jamais ce qu'il y a là. Quand le patron dit « je pense à mes clients », c'est pas vrai. Il pense à travers, comme l'arc-en-ciel, des boîtes. Des boîtes, c'est pas 7 couleurs, c'est 7 ou 8 ou 9 segments de marché. Et donc, ce sont des boîtes qui sont utiles, mais qui ne sont pas le million de clients. Et c'est comme ça qu'on pense. Vous connaissez le Parthénon? Bon, combien de colonnes sur la façade avant? Vous venez de me dire que vous connaissez le Parthénon, donc j'ai une question supplémentaire. Donc, bon, combien de colonnes sur la façade avant? Bon, il y en a 8 et on s'en fout. C'est pas du tout ça. Ah non, c'est pas... Mais ce qui est intéressant, c'est on dit qu'on connaît, on ne connaît pas. En fait, on reconnaît. Hein. On ne connaît pas, on reconnaît. On connaît suffisamment, et 7 pour l'arc-en-ciel ou ce qu'on a pour le Parthénon, pour ne pas confondre le Parthénon avec un autre. Tant mieux, ce Parthénon, je suis sûr. Mais bien sûr qu'on ne le connaît pas. On ne le connaît pas. On vit avec des artefacts, avec des concepts. Hein. Ça, c'est vraiment des concepts qui font... Par exemple, la jeune maman. Bon, j'étais là, je travaillais pour eux. Ils me disaient, on va faire un truc pour les jeunes mamans. Si vous demandez qu'est-ce que c'est une jeune maman, personne ne sait répondre. C'est à quel âge? Bon, c'est comme le Parthénon, c'est flou. C'est utile, mais c'est pas possible. Bon, une maman déjà de 38 ans, mais qui a un bébé, c'est une jeune maman? Oui, non, on ne sait pas très bien. C'est comme la question sur le vote, là. Où est la frontière entre le vote électronique et le vote pas électronique? C'est exactement ça le problème. Le vote électronique, c'est un concept. Le vote papier, c'est un concept. On se comprend, mais il y a une zone floue. Il y a une zone floue, c'est sûr. Quelqu'un qui n'a pas de cheveux, c'est un chauve. Bon, s'il a un cheveu, c'est un chauve. S'il a 2 cheveux, c'est un chauve. C'est 10 cheveux, c'est un chauve. À un moment donné, il y a un cheveu et vous ne savez pas lequel. Tout à coup, vous êtes plus chauve. Vous imaginez la valeur. Surtout que ça va dans l'autre sens. Vous êtes dégarni comme moi. Je ne suis pas chauve, je suis dégarni. Vous imaginez ce cheveu-là, on l'assure, mais je ne sais pas pour combien, etc. Si je vous demande, un dégarni, c'est de combien à combien de cheveux? Personne ne s'y répond. Enfin bon. Alors qu'on se comprend. Mais c'est comme la jeune maman, ce sont des concepts. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. On fonctionne avec des concepts. Et je dirais, ce qu'on a en nous est flou, caricatural. Bon, si je vous demande, qu'est-ce que vous pensez Allez, je vais vous dire un nom, vous me dites quelque chose qui est lié. Michel-Ange, vous pensez à quoi? Chapelle Sixtine. Très souvent, j'ai cette réponse-là. Donc d'un côté, bonne nouvelle, c'est un élément de connaissance, mais de l'autre côté, petit danger. Parce que si vous n'y prenez garde, vous pouvez déduire que c'était un peintre. Alors que pas du tout, c'est un sculpteur. Il avait un profond mépris pour la peinture. Il y a le pape qui un jour dit « mon plafond », bon il l'a fait, bon mais c'était vraiment ah bah oui, c'était contre son goût. Lui c'est un sculpteur. Et donc, le fait de simplifier Michel-Ange avec la chapelle Sixtine, ce que l'on fait tous, hein, donc il y a absolument, je fais exactement comme vous, il y a une espèce de passage obligé. Vous vous rendez bien compte que
bon, on est dans une sale situation. Parce que la seule chose dont on dispose pour penser, c'est des objets mentaux, des concepts qui sont flous, caricatureux, simplifiés, mal définis, etc. Et on n'a rien d'autre. On n'a rien d'autre. Il y a une nouvelle de Borges qui est assez intéressante, José Luis Borges d'Argentine. C'est l'histoire de Funès. Funès, le titre s'appelle Funès ou la mémoire. C'est un cow-boy sur un cheval. Bon, et l'histoire, à un moment, il a un accident. Boum, il tombe sur la tête. À partir de ce moment-là, il a une mémoire infinie. Il part en voyage, il revient, il rencontre un copain. Le copain dit « Ah, salut Funès, tu es revenu. Qu'est-ce que tu penses de ce pays où tu as été ?» Funès ne répond pas. Alors le copain s'énerve, dit « Hey, qu'est-ce que tu penses? Tu viens d'aller là, dis-moi ce que tu penses. » Et il ne répond pas. Et il ne peut pas répondre parce qu'il se souvient de tout. Tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a mangé, tout ce qu'il a entendu, tout. Il ne peut pas répondre. Et donc, pour pouvoir penser, il faut oublier. Si le patron d'Auchan veut penser à ses clients, il doit oublier 99,999% de ses clients. Il faut oublier pour penser et construire donc ces concepts, arrêter de se discuter le nombre de cheveux dégarnis, etc. Et ou l'âge de maman, il faut oublier. Et on produit les concepts qui alors à ce moment-là deviennent utiles à la pensée. Et donc l'oubli est constitutif de la... Bon, c'est pas vraiment ce qu'on a appris à l'école, hein, donc tu vas retenir ça, et la mémoire, etc. Non, oublier. Et l'oubli, il y a deux problèmes. Le premier, c'est qu'on ne contrôle pas vraiment. On ne contrôle pas vraiment. Bon, si vous avez été au cinéma récemment, peu importe le film, si maintenant vous pouvez donner un avis sur ce film, c'est parce que vous avez oublié quasi tout le film. Bon, c'est embêtant, mais c'est comme ça. Bon, c'est pas vraiment contrôlé. Quand vous êtes au cinéma, vous ne faites pas « oui, ça je m'en fous, c'est pas mal ça. Non, ça... Ah, c'est pas mal ça. Bon, c'est pas comme ça. Néanmoins, quand vous sortez, vous avez oublié quasi tout. Bon, ça c'est la première remarque. La deuxième, c'est que si vous allez avec quelqu'un d'autre au cinéma, il ou elle ne va pas oublier la même chose. Parce qu'il y a une espèce d'interaction. Si vous avez une passion pour la guitare et que pendant le film, il y a une scène d'un guitariste, vous allez retenir. Si la musique n'a pas d'importance pour vous, vous allez oublier. Et donc, ce qui reste du film, c'est vraiment fragile. Si tout à l'heure, à 4h30, quand j'ai fini, vous avez un avis sur ce que j'ai fait, c'est parce que vous avez quasi tout oublié. Bon, je le sais, hein, donc je ne suis pas déçu. Mais c'est comme ça que ça marche. Et cet oubli, on n'en parle pas assez parce qu'il conduit à certaines observations qui sont relativement importantes. En fait, il y a un premier mouvement qui consiste à simplifier le monde. Je reprends l'exemple des clients. J'ai 1 million de clients, je fais 7 catégories. Les jeunes mamans, les retraités, les gens pressés, les étudiants, voilà. Et avec ces concepts, je peux être efficace. Je peux mieux organiser. Et la jeune maman, standard, bon, elle va arriver, elle va être « ah, c'est bien », etc. Donc, je peux être efficace. Et donc, j'ai maintenant une définition de la pensée. Bon, à ma façon, c'est de dire ceci. Penser consiste, pour l'essentiel, à simplifier le monde et à utiliser ces simplifications. Qu'est-ce qu'on fait dans le business, dans mon métier? C'est ce qu'on fait. On a des modèles, parce que bien sûr, le mot simplification peut se décliner à l'infini. Il y a au moins 40 mots qui me viennent à la tête pour parler de simplification. Stéréotype, modèle, pattern, système, je ne sais pas tout quoi, on peut encore inventer, concept, hypothèse. Même le mot idée est une simplification. Qu'est-ce qu'une idée? Ben, c'est une simplification. Une idée de voyage, une idée de business. C'est une simplification et on ne peut pas y échapper. Et donc, quand on pense, soit on est dans un mouvement de simplifier qui est extrêmement subtil, et je vais y revenir, soit on est dans un mouvement de descente, parce que c'est plus facile, j'ai le concept, j'ai ma segmentation de marché, et je vais changer le monde. Et donc, on a bien les deux formes de pensée. La deuxième, celle qui consiste à utiliser les modèles, les simplifications, c'est la pensée hypothéco-déductive, dans lequel j'ai grandi, vous avez grandi, parce que c'est ce qui se passe ici. On part de l'hypothèse et on déduit. C'est Euclide, c'est vraiment le paradigme de la géométrie d'Euclide, etc. Et c'est magnifique, mais en gros, ce n'est pas vraiment là que les choses se passent aujourd'hui, en tout cas dans le business. C'est là qu'on gagne de l'argent. Hein, on utilise le modèle, etc. Mais les vrais dangers, disons la vraie nécessité d'inventer, elle est ailleurs. Elle est dans l'autre forme de pensée, c'est-à-dire celle qui va nous aider à produire des nouveaux concepts. Et je vais venir tout de suite, parce que cette pensée simplifiante qui passe du million de clients à cette catégorie, elle est extrêmement importante, c'est la pensée inductive. Et c'est ce que Bacon, qui est le premier philosophe à avoir voulu appliquer la philosophie en 1500 idées, il a proposé la méthode de l'induction. C'est-à-dire la méthode qui permet de passer du détail
au concept, à l'universel. Et donc, sur quoi on se base? C'est l'histoire de deux philosophes qui se baladent dans la campagne. Et alors, il y en a un qui dit à l'autre, « Eh, t'as vu, là-bas, il y a un troupeau de moutons. » Ben oui, dit l'autre, et alors? Eh bien, on vient de les tondre. Et l'autre répond, « De ce côté. » Bon. Alors, vous pouvez dire, il ne faut pas faire trop de philo, et de toute façon, il n'y a qu'une heure pendant votre congrès, donc ça va, etc. Mais au fond, c'est vrai. Quand on dit, ce mouton est tondu, on se base sur 50%. Alors, on peut dire, il ne faut quand même pas déconner. Bon, des moutons demi-tondus, bon, ça n'a aucun... Je veux bien, pas de problème. Mais en fait, on voit 50%, on dit il est tondu. Et ça, c'est le problème de l'induction. En vertu de quoi je peux passer de très souvent à tous? Je fais bouillir de l'eau, je sais pas, 150 fois à 100 degrés. Est-ce que je peux dire l'eau bout à 100 degrés? C'est ça le problème de l'induction. Alors, vous pouvez dire, mais moi, j'ai une super expérience en matière de moutons. Ça fait 30 ans que je m'en occupe. J'aurais dû en voir, mais vous vous rendez compte? Jamais j'ai vu un mouton demi-tondu. C'est ce qu'on appelle l'expérience. Et donc, je peux dire avec certitude, ce mouton est tondu, même si je vois que la moitié. Eh bien, que dit Hume, un autre philosophe, dit, même l'expérience, il faut s'en méfier. C'est l'histoire d'une dinde. Je sais pas, un autre là. Elle vit dans un petit pré, et tous les matins, il y a le fermier qui vient amener un peu de nourriture. Les graines qu'elle préfère. Le lundi, le mardi, toute la semaine suivante, etc. Pendant tout le mois. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de la dinde? Une simplification. Ce type est sympa. La veille de la Noël, bon, qu'est-ce qui se passe? Lui vient avec ses graines et son couteau, et elle avec sa simplification, et quick, c'est fini. Et donc, même si 200 fois d'affilée, on vient m'amener de la graine le matin, je ne peux pas dire avec certitude, ce type est sympa. Et c'est tout le problème de la modélisation. Et là, je frôle votre monde, parce que les modèles, qui sont la clé de tout, aussi bien de votre monde que le mien, ne sont jamais vrais, ne sont jamais faux. En fait, la seule manière d'estimer, d'évaluer un modèle, c'est est-il utile? Et bien sûr, certains modèles sont utiles, et certains beaucoup plus utiles que d'autres. Mais ce n'est pas pour autant que la comptabilité, c'est les flux financiers. Regardez ce qui se passe. La comptabilité, c'est une modélisation de la finance. Et on est très, très, très loin de la finance elle-même. D'abord, on l'arrête en fin d'année, donc vous vous rendez compte. Le 30 novembre, on est encore avec des chiffres qui ont été arrêtés presque un an avant. Donc, la comptabilité est un modèle de la finance. La pyramide de Maslow, qu'on utilise beaucoup dans le marketing, c'est une modélisation des aspirations des clients. Et c'est très bien, les modèles, de toute façon, on ne peut pas fonctionner sans ça. On ne peut pas fonctionner sans ça. Mais ce n'est pas la réalité. Et donc, c'est là tout doucement que je vais rejoindre mon sujet de la créativité. Tout petit exercice que j'ai envie de faire avec vous. Je vais vous proposer deux petites phrases inachevées et je vais vous demander très rapidement de la terminer, mais vraiment comme vous le sentez. Première petite phrase. Un exemple de voiture est la Clio. Parfait. Deuxième petite phrase. La voiture est un exemple de... Et là, je me tais. La voiture est un exemple de... est un exemple de beaucoup de choses. La voiture, mettez-vous pour l'inspecteur des finances, c'est un exemple de choses qui rapportent beaucoup d'argent. Moi, c'est la voiture, c'est un exemple de choses que j'aime dessiner. La voiture, c'est un exemple de statut. La voiture, c'est un exemple de tout ce que vous voulez, de grands problèmes pour le futur. C'est un exemple de génie de l'humain. En fait, dans la seconde petite phrase, il y a une liberté qu'on a tendance à oublier. La première petite phrase, qu'est-ce qui s'est passé? Un exemple de voiture est là. Je vous fais partir du concept, en vous, la voiture, et je vous envoie dans le monde, et on me dit la Clio, la Ferrari, la Renault, pas de problème. C'est la déduction. Je pars du concept, je vais dans le monde. Avec la deuxième petite phrase, je vous ai mis en induction. Je vous ai forcé le concept. La voiture est un exemple de. Et qu'est-ce qui se passe quasi toujours? Le premier concept que j'entends, c'est moyen de transport. C'est ce qu'on appelle les sentiers battus. C'est ce qu'on appelle la zone de confort. J'ai pas de problème, c'est en rien. Mais on sent bien qu'on a déjà entendu cela. Par contre, en induction, je suis libre. Ma manière de simplifier le monde, c'est ce que je veux. Et je peux dire, la voiture, c'est un exemple de problème, un exemple de génie, un exemple de si. Je peux dire tout ce que je veux. Et c'est dans l'induction qu'on va trouver les fondements de la créativité. Je crois, c'est là que ça se passe. J'avais fait un exercice il y a un mois à Bruxelles. Donc j'étais avec un groupe de dirigeants et j'ai dit, est-ce que vous pensez que dans 10 ans, l'aéroport de Bruxelles sera chinois?
Et ils m'ont dit non, 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 non. Puis j'ai demandé, deuxième petit exercice, d'imaginer que nous sommes dans 10 ans et que l'aéroport de Bruxelles est chinois. Dites-moi comment, pourquoi c'est arrivé. Les mêmes gens ont trouvé plein d'explications. Il y en a un qui a dit ouais, c'est vrai, le gouvernement est en ruine, bon, il n'y a pas d'argent, une manière. Puis il y en a qui ont dit mais au fond, c'est vrai que si un Chinois veut embêter Air France KLM, là, Amsterdam, Paris, pouf, on se met au milieu, bien vu. Bon. Puis, et puis, il y en a un qui a dit mais au fond, et ça c'est tout à fait vrai, un des points forts de l'aéroport de Bruxelles, c'est le réseau sur l'Afrique, pour des raisons historiques. L'Afrique, hyper important pour les Chinois. Bon, comme vous le savez, donc, tant qu'à faire, achetons un aéroport bien mis pour l'Afrique, crac. Et donc, ils m'ont allongé 6, 7, 8 raisons pour lesquelles... Bon, je suis revenu ensuite à ma première question. Croyez-vous que dans 10 ans, l'aéroport de Bruxelles sera chinois? Et ils ont répondu, on ne sait jamais. Bon. Et c'est toute la différence. Bon, entre jamais et on ne sait jamais, hein, entre know and you never know, c'est toute la différence. Pourquoi? Parce que dans le premier moment, c'est la déduction. L'aéroport de Bruxelles, je descends, vous ne voyez pas de raison pour laquelle il deviendrait chinois. Par contre, vous partez d'une hypothèse un peu folle. En induction, vous pouvez allonger autant d'explications que vous voulez et vous déstabiliser un petit peu. Et c'est ça, c'est en fait ça, je crois, mon métier. Mon métier qui va conduire à la créativité, je vais y venir. C'est ce qu'on appelle le cygne noir. Donc après, qu'est-ce qu'on a eu? Le mouton, on a eu de la dinde. Maintenant, on a le cygne. Le cygne noir, donc, qui est présenté par Karl Popper il y a une 50aine d'années. C'est cette fameuse histoire de l'explorateur anglais qui, pour la première fois dans notre histoire, a vu en Australie un cygne noir. Et c'est devenu emblématique d'un événement extrêmement peu probable, avec une conséquence gigantesque, puisque la théorie, c'est une métaphore, depuis des milliers d'années, la théorie à propos des signes, les signes sont blancs, s'est écroulée. Et Popper a été très très loin. Il a été jusqu'à dire, n'est donc scientifique que ce qui prouve que quelque chose n'est pas vrai. Je ne vais pas entrer dans ce détail, sans doute vous êtes un petit peu plus familier, mais en entreprise, ça fait vraiment, on peut dire, vibrer les choses. Et je vais tout doucement passer, parce que je regarde ma montre, à mon deuxième thème, qui est la créativité. Donc, pensée créative. J'ai dit ce que j'avais envie de dire sur la pensée. La pensée, c'est comme un jeu. Il y a un terrain de jeu. Le terrain de jeu, c'est vous, d'un côté, le monde de l'autre. Et les règles du jeu, c'est la simplification dans un sens et l'utilisation des simplifications dans un autre. D'ailleurs, en entreprise, très souvent, quand on me dit à propos de n'importe quoi, au fond, ça, c'est assez simple, je dis, permettez, c'est simplifié. Rien n'est simple et tout est simplifié, pour parfois de très très bonnes raisons. Mais c'est bien de rappeler de temps en temps, qu'il y a eu une simplification là derrière. Et donc, la pensée, on voit bien ce que c'est. Deuxième thème, la créativité. Bon, bien sûr, je dois trouver une place dans la pensée puisque c'est une forme de pensée. Et vous voyez bien où elle va se situer. Et je vais donner quelques exemples d'entreprises pour essayer de montrer un petit peu comment ça se passe. J'étais, il y a 2 ans, à Moscou, dans un café. Vous allez croire que je passe beaucoup de temps dans des cafés, mais c'est comme ça. Bon. Et c'était il y a 1 an et demi. Et donc, un café comme il y en a partout. Et puis tout à coup, je me dis, mais quelque chose de bizarre ici, de bizarre. Et effectivement, ce qui était bizarre, tout était gratuit, sauf le temps. Et j'étais rentré sans m'en rendre compte, parce que ça ressemble à tous les cafés du monde. J'étais rentré sans m'en rendre compte, tout est gratuit, sauf le temps. Et, je disais, bon. Et puis finalement, j'ai payé 1h30, et puis je me suis dit, mais au fond, moi, ça m'arrange vachement bien, ce genre de choses. Et je me suis dit, mais au fond, moi, quand je vais dans un café, c'est pas pour le café. Un petit peu, mais c'est beaucoup plus pour le temps. Et pour avoir une table et un petit peu de... Donc j'ai appelé le type, parce que c'est comme ça que j'avance. Hein. Donc je dis, tu sais quoi? Et alors, il m'a expliqué son histoire. Il avait voulu lancer une cafétéria. Et donc, si la première simplification dans votre tête, c'est le café, vous déclinez la simplification et vous faites cappuccino, frappuccino, super truc, de la crème. Bon, à un moment donné... Bon, vous arrivez au bout de quelque chose. Bon, c'est comme chez Gillette, chaque fois qu'il y a une baisse dans les ventes, on ajoute une lame. Donc, on est... Enfin bon, c'est un peu, j'exagère, mais c'est un peu ça, quoi. On sent bien, il n'y a rien à faire, on arrive au bout de quelque chose. Et alors, il m'a dit, au fond, ce qui m'est arrivé, c'est ceci. J'avais vu un client qui était avec une table. Sur la table, il y avait seulement 2 objets. Il y avait une tasse de café et un PC. Bon, pas de surprise. Tout à coup, m'a-t-il dit, plutôt que regarder la tasse, j'ai regardé le PC. Et plutôt que de dire, j'ai ici quelqu'un qui prend un café et qui regarde ses mails, j'ai dit non, j'ai quelqu'un qui travaille et qui prend un café. Ça change tout et ça change rien. Mais en fait, ça change tout.
parce que tout à coup, ce type me dit, j'ai réalisé que j'étais plus dans le monde du café, que j'étais dans le monde des bureaux, que mon concurrent n'était pas Starbucks ou Lavazza, mon concurrent c'était Regus et les entreprises qui louent des mètres carrés. Alors que c'est la même chose. Et c'est pour moi un bel exemple de la mécanique de la créativité. En fait, d'une certaine manière, quand je déduis, j'innove. Et c'est ma définition de l'innovation. Innover, c'est tirer un maximum de choses d'une forme de simplification. Et ça rapporte beaucoup d'argent. C'est comme Big qui ajoute des couleurs. On peut, mais innover, c'est la déduction. C'est ce qui rapporte de l'argent. Mais toute simplification, un jour, on arrive un peu à l'épuiser. Hein, on est un petit peu fatigué. Et donc, à ce moment-là, que faut-il? Et dans les grandes entreprises, c'est ce qui se passe. Il faut ce geste de l'induction, c'est-à-dire, comme le coup de la voiture de tout à l'heure, plutôt que de voir ça comme j'ai toujours vu, je vais le voir autrement. Et donc, je crée une autre manière de voir mon monde. Et je peux repartir dans la déduction. Et c'est clair que dans des tas d'entreprises, notamment dans le type du café, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, grâce à cette vue bureau de son monde, il a eu plein d'idées. Il a mis une imprimante, etc. Et évidemment, le client qui entre, il est plus impressionné par une imprimante que par la 7e variante du cappuccino, encore avec des petits grains, un petit drapeau. Donc, on sent bien qu'il y a eu quelque chose. L'innovation, c'est plus de la même chose dans le même système en respectant les règles. La créativité, c'est quand on change les règles. On change les règles, sous-entendu, on change la manière dont on simplifie. Et je crois, c'était vraiment une énorme découverte pour moi. J'étais un jour approché par quelqu'un qui travaillait dans le Champagne, à Épernay. Une petite entreprise qui s'appelle Castellane. C'est pas les tout grands, c'est pas tout petit, une centaine de personnes. Il me dit, on va faire un jour avec toi une journée parce qu'on voudrait trouver une idée de marketing. Et donc j'arrive et c'est parti. Qui a des idées? On va faire l'étiquette comme ça, le bouchon comme ça, etc. Les gens n'étaient même pas contents de leurs propres idées, pour vous dire le niveau, quoi. Donc, et en fait, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Bien, le problème, c'est le moment est venu, je leur dis, de changer de simplification. C'est-à-dire, la semaine prochaine, vous serez toujours dans le Champagne, mais je vais vous demander de le voir autrement. Ils ne comprenaient pas. Alors, ça m'a sauvé. Je dis, écoutez, je vais vous demander de décrire votre stratégie, votre métier, sans utiliser le mot bouteille de champagne. Il y a eu un petit moment d'inquiétude, et puis ça ne savait pas très bien quoi faire. Et alors finalement, après 5-10 minutes, il y en a un qui a dit, mais au fond, notre métier, c'est de contribuer à la réussite des fêtes. Très très bien, très très bien. Et donc, je dis, voilà, on oublie le champagne. Le problème n'est plus de faire du marketing du champagne, mais de réussir une fête. Je demande, qui a une idée, ou qui peut répondre à la question, quand une fête est-elle mieux réussie? Immédiatement, quelqu'un a dit, mais vraiment immédiatement, quand le discours est meilleur. Il avait sans doute dû avoir une mauvaise expérience pendant le week-end. C'est le genre de truc interminable, quoi, pour ça. Il n'a pas fallu 10 secondes pour quelqu'un ait dit, mais j'ai une super idée de marketing, on va faire un petit livre, comment faire un discours. Vous savez, ces petits livres qui ne coûtent rien à faire. Ils l'ont fait, ça a été vraiment un grand succès. Il a eu sa photo dans le journal et tout. Et moi, j'étais très content parce que c'était vraiment ce que je voulais essayer de prouver. Si vous simplifiez avec bouteilles de champagne, et on vous demande des idées de marketing, vous avez fait 2 bouteilles, 3 bouteilles, 4 bouteilles, des boîtes comme ça, rouge, bleu et tout. Mais en fait, c'est comme Gillette, on arrive au bout. Et donc, à ce moment-là, ce qu'il faut, c'est la démarche créative. La démarche créative, c'est-à-dire le monde qui est en face, accepter de le voir autrement. Ne pas y toucher, ils sont toujours dans le champagne. Accepter de le voir autrement et je suis dans la fête. Mon métier, c'est faire en sorte que les fêtes soient plus réussies. Et ils ont eu plein d'idées. D'ailleurs, notamment la boîte en bois, ils se sont dit, mais on va faire une boîte de jeu, parce que fête égale jeu. Et donc, ils ont mis un échiquier sur le sommet de la boîte, ils ont mis dedans, je crois, des dés, des jeux de cartes, etc. Ça ne coûte rien du tout. Et c'est devenu une boîte de jeu. Et donc, voilà. C'est sur des histoires comme ça que je crois qu'on peut construire vraiment les choses dont tous les Européens rêvent. Ces grandes idées qui sont... Starbucks, ça me fait vraiment pleurer, quoi. Le cappuccino, c'est une idée italienne. Pourquoi on a besoin des Américains pour faire du cappuccino partout? Et encore, vous avez vu le cappuccino qu'ils font. Donc, c'est... Non, mais ça, vous coupez, hein. On enregistrait. Et pourquoi Walt Disney, il a construit tout son succès sur des histoires européennes, des contes de différents auteurs européens, etc. Qu'est-ce qui manque? Et je vais revenir à Sony, à ceux que je disais tout à l'heure. Ce qui manque, ce sont des représentations du monde.
Et ces simplifications dont je parle, je vais vous donner un dernier exemple. Si je vous dis Philips, par exemple, vous me dites quoi? Très vite. Très vite. Ampoule, rasoir, vidéo, machine à café, c'est ce que... Pardon? En gros, c'est ce qu'on me dit. Si Philips aujourd'hui était dans ce métier-là uniquement, il y a longtemps qu'ils auraient fait faillite. Et il y a longtemps, avec les là-bas, coréens et tout ça, il y a longtemps qu'ils étaient faillite. Aujourd'hui, l'année passée, Philips a fait 30% de son chiffre d'affaires et 60% de son bénéfice. Donc c'est gigantesque. Dans un domaine qui n'a rien à voir avec ce que vous avez dit. Rien. Le médical. Le médical. Maintenant, on commence à le savoir. Ça, c'est ce qui a sauvé l'entreprise. C'est ce qui a sauvé l'entreprise. Et bon, imaginez un four à micro-ondes et une couveuse pour bébés prématurés. Très semblable. Alors, vous dites peut-être température, mais en fait, d'où vient ce choc qu'on éprouve? Ce n'est pas objectivement de la distance entre les deux objets. D'ailleurs, Philips aujourd'hui vend des couveuses, hein, ce n'est pas une anecdote. Si vous regardez sur Internet le four à micro-ondes et la couveuse, il y a beaucoup de points communs. C'est des parallélépipèdes, bon, il y a beaucoup de points communs. Et donc, la distance, le problème n'était pas dans les objets, était dans les simplifications de l'être humain. Le four à micro-ondes fait partie d'une simplification, la cuisine tard le soir quand on n'a pas beaucoup de temps, on a envie de manger chaud. La couveuse fait partie d'un tout autre monde, pas agréable du tout, de problèmes, etc. Donc il y a une énorme distance entre les deux dans la tête, pas dans les... Et moi je suis sûr qu'à Eindhoven, on fait maintenant les couveuses, là on faisait les micro-ondes. Parce qu'en fait, c'est... Et donc, où est le problème? Imaginez sur la chaîne de montage des micro-ondes, il y a 20 ans, un type qui appelle son chef. Chef, j'ai une idée. Pourquoi on ne fait pas des couveuses? Vous imaginez le chef, là. Du genre, mais pourquoi il est chez moi, ce type? C'est vraiment pas de bol, quoi. Il y a plein... On ne sait rien faire. Mais par contre, ça s'est passé chez Philips. Il y a eu un exercice de stratégie, et ça, c'est vraiment mon métier extraordinaire, qui a justement lâché le regard. Et c'est Clay Sterley, qui était nommé d'ailleurs patron de l'année là à l'époque, il s'est dit, mais au fond, moi j'ai ici, dans mes mains, dans mes usines, dans mes ingénieurs et tout, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour être un acteur majeur dans la santé. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Et c'est comme ça qu'ils sont toujours là. Ça, c'est certain. Ils sont partout. Ils font même des scanners et des résonances magnétiques, des trucs pour mesurer la pression du sang, etc. 30% du chiffre d'affaires, 60% du bénéfice. Au départ, il y a eu une induction d'un groupe de dirigeants, donc Clay Sterley, qui s'est dit, mais voilà, je peux le faire. Et là, je crois qu'on est dans le vif du sujet. Out of the box. Qu'est-ce que c'est les box? C'est une simplification. C'est un modèle mental, c'est un concept, on peut l'appeler de différentes manières. C'est une simplification qui nous permet d'avancer et qui, en général, rapporte beaucoup d'argent. Mais, à un moment donné, cette simplification s'épuise. C'est comme le café, les exemples que j'ai donnés. Et à ce moment-là, il faut en sortir. Mais à propos des box, je dirais deux choses. La première, les box ne sont pas dans le monde, elles sont dans la tête, ça on en a pas mal parlé. Et la deuxième chose, c'est que sortir, ça reste nécessaire, certes, mais c'est la partie la plus facile. Au moins, je sais ce que je dois quitter. Philips se dit bien que dans les machines à café et les ampoules, il n'y a pas de quoi faire vivre 100 000 personnes. Donc, ils se rendent bien compte. Alors, comment aller vers cette nouvelle boîte? Je crois que c'est là la solution. La santé pour Philippe, ce n'est pas une idée, c'est pas un produit, ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent vendre. De même que le bureau, pour l'exemple du café, ou qu'est-ce que j'aurais encore pu donner, la fête pour le champagne, ce ne sont pas des exemples de choses à vendre qui font de l'argent. Mais ce sont des représentations du monde, bien sûr tout est caricaturé, ce sont des représentations du monde qui rendent tout à coup possible une nouvelle vague d'innovation. Si je suis dans la santé, Philippe, je crois qu'ils sont à 100 produits, 100, 1, 0, 0, c'est incroyable. Ils ont mais ça, c'est de nouveau la déduction, et qui est de nouveau la partie un peu la plus facile. Et donc, vous voyez, c'est ça aujourd'hui ma conviction. Out of the box, ça reste vrai. Je n'ai pas rien. Simplement, ça met l'accent sur la partie la plus facile. Le New Box, cette nouvelle représentation du monde, c'est la clé des idées. Parce que chez Philips, après avoir décidé de rentrer dans la santé, ils ont organisé des brainstorming dans pas mal disons, de divisions et d'usines. Plein d'idées sont sorties. Et puis, ils se sont dit, mais incroyable, la majorité existait avant.
exactement comme la couveuse. Ça existait avant, mais il n'y avait pas de place. Et donc, on voit bien un espèce de système par au-dessus, par en dessous. Par au-dessus, c'est la direction, c'est la stratégie, c'est la responsabilité du président de définir la nouvelle boîte. La nouvelle boîte. En l'occurrence, la santé pour Philips. Mais il est incapable de la remplir parce qu'il ne peut pas avoir toutes les idées des 100 000 personnes qui travaillent pour lui. Et donc, c'est un espèce de donnant-donnant. Vous me donnez la boîte et je vous la remplis. Mais je crois vraiment que la créativité, c'est beaucoup plus l'art de construire des box que de sortir, même si cela reste vrai. Et donc, je vois, j'ai encore un quart d'heure, donc je peux un petit peu détailler ça. En fait, cette mécanique de la créativité étant posée, je dirais, pour une entreprise, ça se passe comment? Mais je crois d'abord que le rapport de force, il n'est pas en faveur de l'entreprise. Et j'ai du mal à le faire passer aux dirigeants. Il y avait une phrase de Kafka. Dans un livre, il dit « Dans un combat entre vous et le monde, pariez plutôt sur le monde. » Bon. Quand je dis ça aux patrons, ils n'aiment pas. Hein, ils n'aiment pas. D'ailleurs, ils n'aiment pas beaucoup de choses que je dis parce que ça les déstabilise. Une autre chose que j'aime leur dire et qu'ils n'aiment pas entendre, c'est « Il n'est pas rationnel d'être 100% rationnel. » Ils détestent. Parce qu'ils aiment bien. En fait, imaginez, vous devez acheter une nouvelle voiture, monsieur le président, et vous dites à vos collègues, je vais faire un achat 100% rationnel. Vous n'aimez jamais votre voiture. Parce que vous devez analyser toutes les offres de tous les concessionnaires, de tous les trucs. Bon, à un moment, vous dites BMW. Bon. Ou dire, enfin, ou Renault. Bon. Et donc, oui, parce que parfois j'oublie où je suis. Et donc, mais ça, monsieur le président, ce n'est pas rationnel. Ce n'est pas rationnel. Et énormément de choses extrêmement importantes dans notre vie échappent à la rationalité. La déduction, c'est le monde des algorithmes. C'est le monde des algorithmes. Et c'est sûr que, enfin, je faisais ça. Mais l'induction, il n'y a pas d'algorithme. Par définition, vous ne pouvez pas embrasser le monde entier. Vous pouvez approcher, on appelle ça plutôt des heuristiques. Mais il n'y a pas moyen d'être totalement rationnel. Et je leur demande, par exemple, monsieur le président, dites-moi comment vous allouez votre temps. Par quelle mécanique vous consacrez 1 heure à ça, je sais pas, 10 minutes à ce dossier, 25 minutes à ce journaliste. Bon, comment vous décidez ça? Comme ça? Eh bien, effectivement, il n'y a pas un algorithme pour un CEO, pour un patron, pour allouer son temps. Et on voit bien que la rationalité pure est totalement paralysante. Et donc, c'est ça qu'il faut faire passer comme message. C'est que dans les choses, je dirais, aujourd'hui, ils ont l'obligation de retourner dans une zone non confortable où il n'est pas possible d'être 100% rationnel. Kafka a raison. Le rapport de force est en faveur du monde. Moi, je voyage beaucoup. Je suis vraiment impressionné de ce que je vois, même pas loin. C'est vraiment en faveur du monde. Et donc, où est le problème? D'une part, une stratégie pour qu'elle porte des fruits, il ne faut pas y toucher. Si vous avez dans une entreprise, tous les lundis matins, un mail mise à jour de la stratégie, ben, après 3 semaines, plus personne ne travaille. On dit, écoutez, bon, vous mettez d'accord et puis vous faites signe, quoi. Donc, je dois figer ma stratégie pour qu'elle porte des fruits. Mais le monde, il n'est pas figé du tout. Et voilà le dilemme. Je suis obligé de figer ma simplification, sinon elle ne portera rien, dans un monde qui n'est pas du tout figé, du tout. Et donc, un écart va se creuser. Et donc, un jour ou l'autre, monsieur, vous êtes obligé de changer de simplification. Pour Philippe, vous devez abandonner l'électroménager. Parce que le monde devenu ce qu'il est, vous devez aller dans une autre et là, il l'a trouvé, le monde de la santé. Et donc, le monde est tel, ou plus exactement, le problème n'est pas changer ou ne pas changer. Non, le problème, c'est vous décidez ce qui vous arrive ou on le décide à votre place. C'est ça le problème. Avec ce qui se passe dans le monde, le changement est obligatoire. Ça, c'est même plus une discussion. Il reste l'alternative, vous conduisez ou bien vous le subissez. Moi, j'appelle ça Eureka ou Caramba. Bon, ou bien vous le produisez, ou bien vous le subissez. En fait, le changement, peut-être que l'humour explique très très bien comment ça se passe avec ces simplifications. Je vais raconter une histoire. Tiens. C'est l'histoire d'un monsieur qui va chez le médecin et qui dit, voilà, docteur, j'ai un problème, ma femme devient sourde. Alors le docteur dit, mais c'est un peu étrange, parce que d'habitude, c'est la personne avec le symptôme qui vient. Oui, mais dit-il, c'est extrêmement délicat, elle est très très susceptible. Bon. Le médecin dit, on ne va pas s'énerver. Donc, écoutez, j'ai quand même besoin d'un peu savoir le niveau de surdité, donc vous allez rentrer chez vous ce soir, et vous allez dire quelque chose. Quand elle ne vous regarde pas, vous êtes à 10 mètres, vous dites quelque chose. Si elle ne réagit pas, vous allez à 5 mètres, vous redites la même chose. Toujours pas de réaction, vous allez juste derrière elle, vous dites la même chose, et vous venez me réexpliquer comment ça s'est passé. Et le type dit, ça, bon docteur, je vais entrer à la maison. Et donc, c'est le soir, madame est occupée à cuisiner, il rentre dans l'appartement, et il dit, chérie, qu'est-ce qu'il y a pour dîner ce soir?
Pas de réaction. Il avance de 5 mètres. Chérie, qu'est-ce qu'il y a pour dîner ce soir? Toujours pas de réaction. Et alors il va juste derrière elle. Chérie, qu'est-ce qu'il y a pour dîner ce soir? Alors elle se retourne pour la 3e fois, du poulet. Bon, et en fait, c'est... Qu'est-ce qui se passe? Et les humoristes, les vrais, ils sont géniaux pour ça. Ils pilotent en vous la manière dont vous allez simplifier. Et forcément, je raconte mon histoire, vous simplifiez, madame est sourde, j'en rajoute une couche, alors là, pour être sourde, elle est sourde, etc. Et puis, qu'est-ce que c'est l'explosion? C'est quand on se rend compte que toute l'histoire pouvait être simplifiée autrement, monsieur est sourd. Mais bien sûr, raconter telle qu'elle est, ça n'arrive jamais. Et c'est ça, je crois, la puissance du mot. C'est comme Agatha Christie. Agatha Christie, c'est la même chose. Agatha Christie, qu'est-ce que c'est un roman policier? Bon, elle vous construit une simplification dans la tête et après 200 pages, vous vous cognez contre le mur. Et puis, bon sang, mais c'est bien sûr, et on reconstruit tout. C'est parce qu'il y a toujours moyen d'interpréter autrement. Et l'humour, il montre bien la mécanique de l'esprit. C'est un journaliste qui demande au général à l'armée, général, mon général, c'est vrai que vous avez un problème avec la marijuana dans l'armée? Et il dit non, tout le monde en a. Donc, et évidemment, ça montre l'ambiguïté du langage. Le mot problème. Bon, dans un cas, c'est too much, trop. Dans l'autre cas, c'est trop peu. Et on est tellement pauvre en vocabulaire. C'est ce que Camus dit dans je ne sais plus quel livre. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Et c'est ajouter au malheur des entreprises. Et en fait, on est contraint à mal nommer parce qu'il y a trop peu de mots. Et énormément d'histoires drôles. C'est rappeler la mécanique ici. Coluche, il raconte l'histoire d'un sourd sur un banc. Il y a un sourd qui est sur un banc. Donc il y a un gardien de la paix qui passe, il dit « Attention, on vient de peindre le banc ». Il fait comment? En vert. Bon, c'est pas très malin, mais ça montre bien que sourd plus comment égale pas nécessairement répété. Ça peut aider, etc. Une dernière, c'est 2 familles extrêmement très traditionnelles, mais très traditionnelles, qui marient leurs enfants. Un peu comme dans Bon Dieu, là, très traditionnel, et tout le monde est content. Les parents, etc., le beau mariage. Il y a juste un souci, c'est qu'ils sont très attachés à la religion, et ces 2 enfants vivent ensemble depuis pas mal d'années, et ça fait pas très robe blanche, hein, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Et alors, à un moment, il y a des pères qui disent « Mais écoutez, on va quand même pas se gâcher la vie de ce mariage, c'est quand même magnifique, on va aller enlever ce poids qu'on a et on va aller en parler au curé. » Donc, ils vont chez le curé, il dit « Écoutez, monsieur le curé, voilà, on est très très contents, c'est vraiment un beau mariage, on est vraiment très très contents. Il y a juste un souci. Alors, allons directement au fait, monsieur le curé, est-ce que c'est un problème si les enfants ont eu des relations sexuelles avant le mariage ?» Alors, il y a le curé qui réfléchit, écoutez, non, du moment qu'ils arrivent à temps à la messe. Donc, et c'est tout ça pour montrer avant, puisque là, dans ce cas-là, c'est avant, c'est flou, c'est comme le Parthénon de tout à l'heure. Et pour penser, on n'a rien d'autre. Alors ce flou, bon, c'est un donné, on ne peut pas y échapper, la jeune maman, ça n'existe pas, le dégarni, ça n'existe pas, c'est avec cela qu'on pense, c'est avec ça qu'on peut faire rire, c'est avec ça qu'on peut se planter complètement, et c'est avec ça qu'on peut avoir les idées les plus géniales. On peut se planter. Je pense souvent avec émotion aux 11 éditeurs qui ont refusé Harry Potter. Vous imaginez le soir quand il doit s'endormir, quoi. 800 millions d'exemplaires, et tous les jours 10 000 de plus. Hein, donc, ça sera... Bon, pourquoi? Parce que quand il a reçu le manuscrit ou le tapuscrit, il l'a simplifié d'une genre, je sais pas, moi les gens n'aiment pas le Moyen-Âge, ou je sais pas ce qui lui est arrivé, il a dit non. Et donc, on est obligé, mais il n'y a pas d'algorithme pour choisir Harry Potter ou dire oui ou non on va publier, donc c'est pas simple. Et donc, c'est la même mécanique, exactement la même, qui fait qu'on se plante et qui fait qu'on a des idées géniales. Qu'est-ce qui se passe? Le monde en face est le même. Mais tout à coup, il y a une perception qui prend la place de l'autre. Dans le cas de l'erreur, c'est pas possible. Ça, c'est l'échec. On voit autre chose, alors qu'en face, c'est la même chose. Tandis que dans le cas de l'invention, bien sûr, c'est l'espèce de coup de génie en disant « Waouh, évidemment. » J'arrive tout doucement au bout de mon temps de parole et de toute façon, je vous ai dit ce que j'avais envie de vous dire. Que faut-il conclure de tout ceci? Rien. Mais alors, rien du tout. Hein. Ça, c'est sûr que je voulais conclure. De toute façon, le but n'est pas de transmettre des connaissances. Mon métier, c'est l'ignorance. Simplement, j'observe, je crois, disons, qu'il y a moyen d'être meilleur et j'en suis convaincu et je crois que c'est nécessaire. Et donc, j'essaie non pas de transmettre des connaissances, mais de partager ma passion. Et donc, je ne vais pas conclure, mais je vais quand même m'arrêter en évoquant un personnage que vous connaissez sans doute bien aussi, qui est Thomas Edison.
Bon, Thomas Edison, parce que bon, j'ai lu beaucoup de biographies, beaucoup, beaucoup. En fait, d'une certaine manière, ça a été ma source principale d'inspiration. Et ce n'est pas vraiment une surprise. L'innovation est collective. Quelqu'un seul ne change pas le monde. Il y a tout. Bon. Par contre, la créativité est individuelle. C'est un individu qui change sa perception. Un groupe n'a pas de perception. On peut éventuellement s'accorder, mais un groupe n'a pas de perception. Et trop souvent, on fait des métaphores pour donner à des groupes un pouvoir de la pensée. Alors, ce matin, dans le journal, Bruxelles s'étonne que de je ne sais pas quoi. Moi, j'habite là, ma ville qui s'étonne, Bruxelles qui s'étonne. Non, on comprend ce qu'on veut dire, mais remettons. Non, ce sont uniquement les individus qui ont cette mécanique. Et donc, il y a d'un côté la créativité et de l'autre côté l'innovation. La créativité, c'est le fait des individus. Et c'est pour ça que je lis des vies d'individus. C'est comme ça que j'ai un petit peu découvert comment c'était. Et Edison, lui, plus de 1000 brevets, toujours aujourd'hui dans le Guinness Book des records. Bon, probablement forever, puisque le monde est différent. C'est fascinant. Il s'est bien planté. L'affaire du courant alternatif à New York, quand il s'est battu contre Westinghouse, qui finalement a gagné avec le courant alternatif contre le courant continu. Dans le genre planté, c'est planté. Mais bon, il avait quand même quelques succès. Et c'est comme ça que je vais arrêter, parce que Edison avait 2 convictions. Et je les partage. Et je crois que c'est les deux pieds de la créativité. Le plaisir et la persévérance. Je crois qu'il faut retrouver le plaisir de penser. Et chacun à sa façon. Il n'y a pas une manière. Une libido sciendi, comme disait Saint-Augustin. Une véritable joie de conceptualiser, de discuter, etc. Et aussi ne pas s'arrêter. Parfois, on s'arrête de penser tellement on a eu d'échecs. Mais parfois, on s'arrête de penser tellement il y a de succès. Il y a de succès. Beaucoup d'entreprises se sont endormies sur le laurier. Et le problème là, c'est de survivre au succès. On dit toujours survivre à la faillite, survivre au succès. Ces 2 convictions, le plaisir et la persévérance, et elles sont illustrées par ma dernière histoire. C'est Edison qui donnait des conférences, il a vécu très vieux, 84 ans, il donnait des conférences à la fin de sa vie sur un peu ce qu'il avait fait, etc. Il était face à un auditoire à Boston, il racontait tous ces trucs. Vient le moment des questions. Il y a une dame qui lève sa main qui dit « Ah, monsieur Edison, incroyable, 1000 inventions. Monsieur Edison, j'ai 2 questions. Première question, quelle est votre toute première invention ?» Alors il y a Edison qui dit « Oh là là, ça c'est il y a longtemps. Ouf, je me rappelle. J'habitais dans un petit village, les voisins avaient une fille très sympathique. J'ai changé un truc à la lampe à pétrole du papa. La lampe fonctionnait mieux, consommait moins, éclairait mieux, etc. Il était tellement content, j'ai pu sortir avec la fille. » Alors la dame qui était déjà impressionnée, il dit « Oh là là. Et j'ai une deuxième question, monsieur Edison. Quelle est votre toute dernière invention ?» Alors il regarde la dame, il dit « Ma toute dernière invention ?» C'est l'histoire que je viens de vous raconter, bien sûr. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci Luc. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions une fois que tu auras repris ton souffle? Oui, mais je ne suis pas sûr que j'ai des réponses. Donc J'ai une citation et une question. Claude Bernard disait « Ce que nous savons est le plus grand obstacle à l'acquisition de ce que nous n'avons pas encore. Ouais. Et vous l'avez illustré de nombreuses façons. Aussi, Et dans la recherche, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'idées. Comme vous disiez, le problème, ce n'est pas d'avoir des idées, c'est de s'apercevoir qu'on les a. Mais du coup, quels outils peut-on prendre? Parce qu'après, bon, alors il y a des idées risquées, il y a des idées qui ne marchent pas, mais généralement, le problème, c'est de s'apercevoir que l'idée est là, qu'on l'a, que voilà, elle est sur la table. Mais souvent, c'est ce tact-là de dire « Ah non, mais c'est une idée ». Parce qu'on pense plein de choses. Quand on est sur un problème, on remue les mêmes trucs, là, on gratouille, puis tout à coup, bon, on se dit « Ah ouais, non, mais c'est une idée, c'est pas juste un truc saugrenu parce que j'y ai pensé la nuit ou j'y ai pensé à un moment un peu improbable ». Comment on peut se créer une habitude de travail où on... Et je ferai une énorme différence entre votre monde et le mien. Vous êtes dans le monde de la découverte, de la recherche pure, fondamentale. Moi, je suis dans le monde du business, du marketing, des trucs. Et donc, il y a quand même une énorme différence. Le message que moi, j'essaie de faire passer, c'est que les lunettes sont plus importantes que les objets. Dans pas mal de cas, des idées sont très anciennes et tout à coup prennent de la puissance. Et ce qui va donner la réussite, c'est cette capacité de voir le monde autrement. Par exemple, Google. La première simplification, c'était quoi? On va faire un moteur de recherche qui va casser la baraque. Bon, c'est parti. Pendant 3, 4, 5, 6 ans, je ne sais pas, ils ont mis beaucoup d'argent, ils l'ont eu. Et puis, il y a eu le moment génial de l'histoire de Google, c'est ce mail, 6-7 ans après le début. Ils ont dit, dans toute l'entreprise, ils ont envoyé un mail, à partir d'aujourd'hui, notre métier, c'est de gérer l'information du monde. À la fois, ça ne change rien, ça change tout. Simplement, le moteur de recherche, il vient dans le bas, à droite.
Et on ne peut pas penser à Google Earth si on croit que le métier, c'est de faire un moteur de recherche. Et donc, la réponse, à mon avis, c'est cette capacité à réaliser éventuellement avec d'autres mots, à décrire dans un langage totalement neuf, regarder ce qu'on fait beaucoup plus que ce qu'on fait lui-même. Ça, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Mais je connais peu le monde de la recherche pure. C'est vrai que Copernic, en fait, c'est le Big Bang dans la tête, zéro impact sur les planètes. Hein, donc, c'est vraiment... Oui, et donc... Le monde où je suis, bon, on essaie le Big Bang dans la tête et puis de faire bouger les planètes. Mais c'est pas si facile. Voilà. C'est dur ce métier. Oui. Question, vous avez mentionné très brièvement l'humour, je suis là. Ah oui. Vous l'avez beaucoup pratiqué d'ailleurs, mais est-ce que vous pensez que justement l'humour est un des éléments de la créativité? Alors, dans le monde du rire, il y a deux dimensions. Il y a l'humour qu'on oppose à l'ironie. L'ironie. Alors, je crois que le rire est très important pour créer un climat. Et je crois que le rire est aussi extrêmement important pour expliquer comment l'esprit fonctionne. Quand vous analysez pourquoi vous riez, on fait sortir des problèmes de langage, etc. Mais en entreprise, je dis attention, l'humour, évidemment, l'ironie, jamais. L'ironie est une arme. Une arme. Socrate la pratiquait, Voltaire la pratiquait, parfois à bon escient, hein, donc ça je ne juge pas, mais c'est une arme. C'est une arme. Non, cette arme est terrible, elle déstabilise, elle peut conduire vraiment à des drames. Par contre, l'humour rapproche. L'humour rassemble. L'humour n'a pas de projet. Guy Bedos, quand il fait rire à propos de la droite, il ironise. Quand il fait rire à propos de la gauche, il fait de l'humour. Et on sent bien que... Ah oui, mais c'est une nuance importante. Le Canard enchaîné, c'est de l'ironie. Et bon, c'est leur business, je ne juge pas, mais c'est de l'ironie. C'est sûr qu'ils sont extrêmement... je dirais, agressif, parfois de manière très subtile, mais c'est de l'arme, ce sont des armes. Non, c'est très très dangereux parce que c'est une arme extrêmement puissante. Par contre, l'humour, oui. Et l'humour, je suis fasciné par ce côté rassembleur. Notamment, une anecdote, quand il y a eu le 11 septembre, ça a été... Moi, j'étais aux États-Unis. Bon, vous savez, aux États-Unis, il y a beaucoup de cartoons, de dessins humoristiques dans les journaux. Il y a eu une espèce de comment dire, un moratoire, enfin, et tout le monde se disait, qui va oser reprendre et faire un cartoon sur le 11 septembre? Vous voyez l'enjeu. Et alors, il y a eu un cartoon absolument génial, qui est celui-ci, bon, qui est une caricature, hein, s'il y a des dames dans la salle, ne m'en voulez pas, mais pour montrer comment ça marche, c'est un bourgeois américain qui est bon, dans son fauteuil, et à sa femme qui rentre, et il lui dit, après le 11 septembre, j'ai cru que je ne rirais plus jamais. Mais aujourd'hui, 3 petits points, quand je vois ta robe, bon, non. Et donc, c'est à la fois infiniment respectueux pour le drame, mais ça aide aussi les gens. Il faut surmonter. Et donc, cette forme-là de l'humour, à la fois au point de vue cognitif pour expliquer, et au niveau social pour créer, je suis à fond pour. L'ironie, non. Les mots me manquent pour dire le... C'est moi. Ah oui. Oui. Les mots me manquent pour dire le moment que je viens de passer. Ma question, c'est le hasard. C'est-à-dire, est-ce que finalement les 11 premiers non-éditeurs d'Harry Potter doivent le regretter? Peut-être que c'est les circonstances qui fait que le 12e, si je vous ai bien suivi, a créé le succès. Et donc, tout en gardant votre méthodologie, est-ce qu'on ne doit pas accepter aussi qu'on est face à cet aléa? C'est tout le problème de l'erreur. Le problème de la mauvaise idée, le problème des regrets, etc. Et donc, je crois qu'il y a deux regards possibles. Qu'est-ce qu'une mauvaise idée? Qu'est-ce qu'une erreur? Je peux le voir de manière relativement triste en disant un échec, ça me coûte, je regrette, etc. Mais je peux le voir autrement. Je peux le voir comme la condition des bonnes idées. Kant a une superbe métaphore. Il dit les hommes sont comme des oiseaux. Ils sont comme des oiseaux. Et donc, ils volent et de temps en temps, ils en ont marre du vent. Fatigant. Alors ils disent, ce serait quand même bien un monde où il n'y a pas de vent. Bon. Évidemment, s'il n'y a pas de vent, boum, il tombe. Donc le vent est à la fois le problème de l'oiseau et la condition de l'oiseau. Eh bien, ma conviction, c'est que l'erreur, la faute, la mauvaise idée, entre guillemets, c'est à la fois le problème de l'être humain, mais c'est la condition de la créativité. Moi, évidemment, on me demande toujours, monsieur, on voudrait une session avec vous, mais rien que des bonnes idées. Bon.
Mais je dis non, c'est comme dire un moteur à essence qui a 100% de rendement. Aujourd'hui, on est habitué malheureusement que l'échappement est une perte, mais qui est la condition du mouvement. Et avec les patrons, je m'énerve un petit peu parce qu'ils n'acceptent pas les règles de base. Il y a un jour, et puis je dois vous quitter là, mais c'était à Bruxelles dans un cocktail de banquiers. Et devant tout le monde, il y a un banquier qui dit « Vous, en tout cas, vous ne viendrez jamais dans ma banque. » Devant tout le monde. Bon, je dis « Bon, mais dites-moi pourquoi ?» Parce qu'on a déjà beaucoup trop d'idées. Bon, très très bien. Hein. Pas de chance pour lui. Le samedi qui suit, il a une offre d'emploi de cette banque et ils engageaient, je crois, un informaticien avec le profil homme-femme, français-flamand, on est en Belgique, etc. Bon, créatif. Alors là, je dis, celui-là, je ne vais pas le rater. J'ai découpé l'annonce et je lui ai envoyé une lettre en disant « Monsieur le Président, vous me disiez l'autre jour avoir déjà dans votre entreprise trop d'idées. Si vous me permettez de vous donner un conseil, n'engagez pas des créatifs, ça va être pire. Vous devriez mettre dans l'annonce pas de créativité ou encore mieux, dans le profil demandé, capable de démolir les idées des autres. Comme ça, avec un certain temps, vous allez revenir à votre nom. » Et voilà, le problème, il est là. La créativité, c'est un truc à gérer en plus. C'est en plus, et on doit accepter l'erreur. Le troisième dont je parlais tout à l'heure, je travaillais avec lui chez Essilor, c'est le patron de la R&D. La première image qu'il a montrée, la toute première, c'est une fête avec des ballons, du champagne, etc. Et il dit aux participants, que croyez-vous que l'on fête? Les gens disent le premier milliard de dollars de tel truc, etc. On fête l'échec d'un projet. Alors j'aimerais vous dire, Xavier Fontanelle, CEO, c'est un peu... Bon. Et il disait, soyez logique jusqu'au bout, vous voulez innover? Oui. Prendre des risques? Oui, etc. Quand on prend des risques, parfois on se plante. Oui. Quelle plus belle preuve qu'on sait qu'on innove que le fait qu'on se plante. Et voilà. Et donc, ça, c'est pas encore très européen. C'est sûr que... Non, mais c'est sûr qu'il y a un problème. Parce que... Et après, je m'en vais. Mais vraiment, regardez... Tous ces patrons, ces Jobs et Zuckerberg, etc., ils ont lancé leur boîte avant de terminer leurs études, avec les encouragements de leurs parents et de leurs profs. Je cherche le premier Européen. Moi, mon fils, j'ai dit, tu finis d'abord tes études. Donc, bon, parce que bon, ça coûte... En fait, il y a quelque chose là de très différent. Merci beaucoup.